L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver comme tous les samedis à 12h50, passer de quelques minutes avec vous, cher Luc. Bonjour Luc Ferry. Bonjour Marie. Une heure ensemble pour prendre le temps, s'arrêter, se questionner, aller plus loin, prendre un peu de hauteur parce que ça va vite et parfois trop vite. Le programme est chargé en ce samedi midi. Mais d'abord, Luc, arrêtons-nous sur des propos qui ont peut-être dérangé certains de nos téléspectateurs sur notre plateau dimanche soir. Dimanche soir, je voulais faire une petite mise au point là-dessus parce que j'ai évoqué l'émission américaine dans laquelle Elon Musk a dit qu'il était porteur d'un syndrome d'Asperger. Et il s'est servi de ce diagnostic, qui est quand même évidemment un diagnostic parfois un peu difficile. Il s'en est servi pour expliquer, et il le dit comme ça. Voilà pourquoi je suis très très bizarre, voilà pourquoi je suis parfois très brutal, mais aussi pourquoi je suis génial. Ce qui n'est pas idiot, puisqu'on sait que le syndrome d'Asperger peut s'accompagner d'un QI de 170 et d'un type génial. Donc en effet, il est génial, il n'y a aucun doute, mais il est aussi d'une brutalité et d'une difficulté dans les relations humaines qui est à nul autre pareil. Donc c'est de ça que je parlais. Je parlais absolument pas des autres. Il y a, je crois, 400 000 personnes en France qui vivent avec un syndrome d'Asperger, mais qui ne défendent pas pour autant les néo-nazis en Allemagne, ni ne brutalisent leurs collaborateurs ou leurs proches. Voilà, c'est ça que je parlais. Et je parlais uniquement, encore une fois, d'Elon Musk et absolument pas d'une généralisation. C'est un sujet que je connais très bien puisque j'ai fait une licence de psycho qui portait en grande partie là-dessus. Et puis parce que ça me touche comme beaucoup de familles, ça me touche de très près. Donc j'ai eu le soutien heureusement de Madame Olivia Catan, qui est la présidente de SOS Autisme et qui est une femme absolument formidable. Sa voix porte en effet. Ah oui, puis elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait parfaitement compris ce que j'avais dit, qu'elle me soutenait tout à fait, qu'elle ferait un communiqué pour le dire, mais qu'elle me demandait de m'expliquer ce que je fais aujourd'hui pour peut-être essayer de rassurer ceux que j'ai pu choquer. C'est sûrement de ma faute. J'aurais dû dire clairement que c'était l'émission d'Elon Musk, que je parlais de lui et pas les autres. Il n'y avait aucune généralisation. Chacun vit sa vie. On est tous des singularités, voilà. Mais je tiens à le dire aujourd'hui. J'espère que ça calmera les gens en tout cas ceux qui ont été sincèrement choqués. Bien il y a sûr. toujours de la malveillance sur les réseaux sociaux. Mise au point utile à ceux qui en effet ont été heurtés. Que ça me touche de très près et que c'est pas du tout je pensais à aucune généralisation, mais au fait que je n'ai pas aimé qu'Elon Musk se serve de cette référence, dire j'ai ça donc je suis brutal. Non, on peut très bien avoir ce syndrome d'Asperger et pas être un défenseur des néo-nazis en Allemagne. Voilà, c'est pas une obligation et je dis ça évidemment cum grano salis. Voilà. Donc j'espère que ça calmera un peu les choses et puis passons à autre chose. Merci pour cette mise au point utile pour ceux, en effet, nos téléspectateurs qui ont été heurtés. Parlons avec vous, c'est toujours passionnant, de la situation politique française. Il y a à en dire. Une commission mixte paritaire, qu'est-ce que c'est technique. Mais elle est conclusive, mais qui ne conclut pas vraiment grand-chose. C'est pas gagné. C'est pas gagné, très clairement. François Bayrou sur la sellette, vous diriez, en sursis. Comment cela peut-il se conclure ? Honnêtement, je suis parfois très critique à son égard, mais c'est vraiment pas de sa faute parce que on est dans ce que les philosophes appellent une antinomie. Il faut vraiment essayer de comprendre ça. Et vous allez voir, si on le comprend, on comprend bien la situation politique. Une antinomie. C'est une contradiction entre deux écueils, si vous voulez, deux difficultés. D'un côté, c'est parfaitement compréhensible que François Bayrou veuille durer. C'est pas simplement une question personnelle. C'est aussi personnel. Mais on sait très bien que l'instabilité politique serait catastrophique pour l'économie. Et donc aujourd'hui, l'économie est en plein immobilisme, si j'ose dire. Il y a rien qui marche. Le chômage remonte. Et donc, si on devait avoir à nouveau une censure, ce serait catastrophique sur le plan économique, parce que du coup, on serait dans le chaos total, y compris sur le plan économique. Mais en même temps, pour durer, pour maintenir la stabilité politique, c'est ça l'autre terme de l'antinomie, Bayrou est obligé de négocier avec la gauche qui adore taxer. D'où la révolte des grands chefs d'entreprise comme Bernard Arnault et d'autres qui ont dit mais écoutez, ce qui se passe est dingue, de chez dingue, parce que regardez ce que fait Trump aux États-Unis, il va taxer les firmes étrangères. chinoises et européennes. Et on en parlait à l'instant, en effet. Et vous en parliez à l'instant très bien d'ailleurs. Et nous, on va taxer les firmes françaises. Donc c'est délirant. Voilà. Et donc dans le budget tel qu'il se profile pour faire plaisir à la fois à la gauche qui veut taxer et qui déteste les riches, et puis de l'autre côté pour faire plaisir au Rassemblement national qui malheureusement sur le plan économique n'a pas un programme très différent de celui du Parti socialiste, eh bien Bayrou est obligé de négocier et de taxer. Et donc ce que j'entendais ce matin quelques économistes sérieux en parler, ils disent voilà,
en gros, on va avoir 30 milliards de taxes en plus et 20 milliards d'économies, mais qui sont des fausses économies. Oui. Donc du coup, je comprends parfaitement la réaction des chefs d'entreprise qui disent, mais regardez, on fait exactement le contraire des États-Unis, et c'est un facteur de délocalisation, c'est un facteur de décroissance sur le plan économique, c'est un facteur de chômage. Donc voyez l'antinomie. Soit je choisis la stabilité politique, mais je paye au prix très cher, soit j'essaye de stopper le déclin, mais je perds la stabilité politique. Mais l'antinomie est-elle habile ? Est-ce que pour négocier là, politiquement, dans la période que nous connaissons et que nous traversons, qu'on a souvent commenté, vous parliez d'ailleurs de cette commission mixte paritaire, effectivement il y a eu le compromis, on parle de contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises à hauteur de 8 milliards d'euros. Exceptionnelle. Une taxe, en effet, ça aussi on pourrait en débattre, une taxe temporaire. Ça n'existe pas. Certains sont peu à y croire, en effet. Des impôts sur les ménages les plus aisés à hauteur de 2 milliards d'euros. Il fallait négocier, il fallait ouvrir quelque chose. Bien sûr. Bon, c'est pour ça que je dis que c'est pas de la faute de Bayrou. Il est obligé de négocier. Mais le problème, c'est que cette négociation, elle va pénaliser l'économie, elle va augmenter le chômage, parce que c'est une négociation avec la gauche, et que la gauche déteste les riches et qu'elle aime pas l'économie. Voilà. Pardon de le dire un peu brutalement. Je vais peut-être encore susciter un tourbillon médiatique, mais enfin... Non, parce qu'on s'en expliquera, et on parlera ensemble de... Et en plus, réfléchissez à ça. Imaginez, parce que là, on parle d'économie, mais réfléchissez sur le plan politique. Oui. Imaginez que la gauche vote, le Parti socialiste vote la censure. Donc ça veut dire que Bayrou et son gouvernement sautent, d'accord ? Mais si le RN la vote aussi. Si le RN la vote aussi, bon, mais c'est pas impossible. Disons qu'on se retrouve dans cette situation-là. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Emmanuel Macron ne pourra pas tenir, parce que s'il renomme un nouveau Premier ministre, mais il y aura la censure se reprofilera à l'horizon immédiatement. Donc c'est pas tenable. Et s'il y avait une présidentielle anticipée, c'est ça que tout le monde a dans la tête. Il est très probable, en tout cas très possible, que Marine Le Pen soit élue. Il y a beaucoup de Français le souhaitent, mais il y en a beaucoup de Français qui trouveraient ça épouvantable. Donc vous auriez un chaos politique qui s'ajouterait au chaos économique. À date, en effet, vous avez raison, dans toutes les enquêtes d'opinion, à date, encore une fois, un sondage est une photo sur l'instant T. Elle arrive en tête à chaque fois, en effet, face à n'importe quel candidat. Et l'électorat de droite votera pour elle, même si c'est un électorat de droite LR, plutôt que de voter pour la gauche. Bon, donc c'est très possible. Donc chaos économique, chaos politique, c'est ça qui se profile à l'horizon s'il n'y a pas de stabilité politique. Donc Bayrou est bien obligé de négocier, voilà. Quitte à ce que la négociation aboutisse à un budget, moi que je considère déjà catastrophique. Maintenant, réfléchissez encore un cran de plus. Ça veut dire que c'est la fin de la Ve République. Il n'est pas la peine de tourner autour du pot. Voilà. Du temps du général de Gaulle, on pouvait souhaiter d'avoir un monarque républicain parce que c'était un grand bonhomme, puis il fallait reconstruire la France. Bon, et puis franchement, il avait une autre allure. Bon, et puis on nous disait le scrutin majoritaire. Écoutez bien ça nous protège des errements de la proportionnelle façon 4e République. Et on veut y revenir. Mais là, on voit bien que les habits présidentiels sont beaucoup trop grands pour les nains de jardin qui nous gouvernent. Pardon de le dire comme ça, mais c'est la réalité, tout le monde le sait. Oui. Et deuxièmement, le scrutin majoritaire ne nous protège pas des aléas de la proportionnelle, puisqu'on est exactement dans une situation 4e République où tous les partis tirent les draps vers eux et ne se soucient en aucun cas de l'intérêt général et du bien commun. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et ils sont tous donc la Ve République, elle est morte. Obsédés par les futures échéances, 2027 ou peut-être avant. J'aimerais qu'on entende un éminent personnage politique, Thierry Breton, ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Écoutez ce qu'il dit de cette négociation, de cette commission mixte paritaire. Il a des mots pas très tendres. Écoutez bien. C'est vraiment affligeant. Je suis affligé pour mon pays. Affligé. Voilà donc 3 gouvernements. On en est au 3e gouvernement pour faire enfin un budget de la 6e puissance économique mondiale. 3 gouvernements. Pour faire, pardon de le dire comme ça. Alors, je me félicite évidemment qu'on commence à trouver un accord, bien sûr. Parce que 3 gouvernements pour ça, mais pourquoi au fond ? 6,1% de déficit en 2024 qui vont être miraculeusement ramenés à 6%. C'est affligeant.
Mais il a évidemment raison. Mais qui est le responsable de ça? Encore une fois, pour le coup, c'est pas Bayrou. Bayrou, je reviens pas. Si on pense que la stabilité politique doit être le but ultime de cette négociation sur le budget, je comprends qu'il soit obligé de lâcher du lest à la gauche. Il peut pas faire autrement. Qui est responsable de ça? Et Thierry Breton le sait très bien. Évidemment, c'est Emmanuel Macron, c'est la dissolution. Il avait 1000 moyens de faire autrement que de dissoudre cette fichue assemblée. Voilà. Et donc, le grand responsable de tout ça, et les Français le voient bien, c'est Emmanuel Macron. Et qui en plus a lâché Thierry Breton en race campagne au niveau des commissaires européens. Il n'a pas forcément vraiment soutenu après les élections européennes. C'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron qui continue, on l'a vu cette semaine, un discours au Louvre par-ci, un déplacement dans le Nord par-là. Il s'agite partout, mais enfin, ça n'a plus aucun sens. Mais continue de délivrer quelques messages politiques. Juste sur la situation, vous avez une magnifique assemblée derrière vous qui vous... derrière le dos, vous la connaissez bien pour y avoir siégé aussi, être au banc. La stratégie du Rassemblement national. Ils disent, à cette heure, on donnera notre position quant à la censure lundi matin. Si 49.3, pas 49.3, en plus on voit mal comment le 49.3 ne pourrait pas être déclenché par le Premier ministre. Le Rassemblement national ont-ils intérêt à censurer le gouvernement, selon vous, politiquement? Ils sont très divisés, parce que ce qui leur passe par la tête, c'est l'idée d'une présidentielle anticipée, parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle sera inévitable. Macron ne pourra pas rester indéfiniment à renommer tous les 3 mois des premiers ministres, comme l'a dit très bien Thierry Breton, pour arriver à rien. Bon, donc c'est pas jouable. Donc évidemment, pour Marine Le Pen, une présidentielle anticipée, ce serait pas une mauvaise chose. Surtout que comme la déréliction en politique est très très forte, il y aura un réflexe poujadiste qui peut lui servir. Voilà. Parce qu'on dit, ils sont tous, peut-être pas tous pourris, mais ils sont tous nuls, ils servent à rien, ces gens-là. Ils tirent les draps de leur côté, mais ils s'intéressent pas au bien commun, ils s'intéressent pas à l'intérêt général. Ils font tout pour leurs pommes. Donc ça peut bénéficier à Marine Le Pen. Donc cet argument-là peut pousser à l'idée d'une élection présidentielle anticipée. D'autant plus que la dernière fois, quand elle a voté la censure, tout le monde disait, mon ami Dany disait, ça va, vous allez voir, elle va perdre des points. Non, elle a gagné 3 points. Oui, c'est ça, c'est que ça ne lui a en aucun cas coûté, et dans l'opinion publique et politiquement. Parce que les gens se sont dit, au moins, elle a une colonne vertébrale, elle défend ses idées, elle tient debout. Voilà. Elle a aussi un calendrier judiciaire qui peut peut-être changer quelques-uns de ses plans fin mars prochain. Vous avez 1000 fois raison, et c'est exactement l'autre côté du problème qui fait que c'est pas évident qu'elle vote la censure, parce qu'elle a peut-être intérêt à régler ce problème judiciaire avant de se précipiter dans une course électorale à l'Élysée. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. D'où le fait que je pense que ça doit être très très discuté à l'intérieur du Rassemblement national. Oui, bien sûr, et les lignes ne sont pas toujours forcément parallèles. Sur le Parti socialiste, au centre du jeu, en tout cas, ils se sont montrés ainsi. Que vous ont évoqué les propos de François Bayrou sur ce plateau, à votre place là, sur la submersion migratoire et leur réaction, voire surréaction, quant aux propos du Premier ministre, ce sentiment de submersion migratoire. Vous avez vu là une erreur politique de François Bayrou ? Non, parce qu'il est constamment obligé de négocier, certes avec la gauche sur la question économique, mais aussi avec le Rassemblement national sur la question migratoire. Donc son compromis, sa stratégie de compromis, elle est inévitable si on veut garder la stabilité politique, mais elle suppose évidemment un déchirement permanent entre compromis avec la gauche ou compromis avec le Rassemblement national. Il lui faut les deux. S'il n'a pas les deux, si le Rassemblement national le lâche, la censure sera votée. Voilà. Donc c'est à la fois la stabilité, on peut dire, c'est l'intérêt politique et économique du pays, c'est aussi son intérêt à lui, c'est évident, mais on peut pas lui en vouloir. Voilà. Et en même temps, donc s'il parle pas, et sur le fond, il a raison, évidemment. Enfin, de mon point de vue, là, il a 1000 fois raison. Mais c'est vrai que ça l'oblige. Il est, pour dire les choses élégamment, il est assis entre deux chaises. Assis entre deux chaises. Ah oui. Oui. Et ce sondage, 69% des Français ont une impression de submersion migratoire qui lui donne plutôt raison. Évidemment. A-t-il eu raison de le dire à ce moment-là ? Est-ce forcément habile politiquement de crisper toute une partie de sa gauche ? C'est la question que beaucoup se sont posées. Vous voyez bien que comme il a choisi de discuter d'abord et avant tout avec la gauche. C'est ça. Donc il y a un moment où il faut bien qu'il calme aussi le Rassemblement national. Donc vous voyez à quel point, c'est pour ça que je vous dis que la Ve République est morte.
Vous voyez bien, on est en pleine 4e République, malgré l'élection du président de la République au suffrage universel et malgré le scrutin majoritaire. Donc, quand mes copains, moi c'est un vieux gaulliste qui vous le dit, donc j'ai toujours défendu la 5e. Mais quand mes copains gaullistes me disent « Ah, mais non, il faut continuer », mais enfin, écoutez, les habits du président de la République, général de Gaulle, ne conviennent plus aux jeunes gens qui aujourd'hui veulent nous guider. C'est, de mon point de vue, enfin, pardon de le dire comme ça, mais les pouvoirs qu'on donne aujourd'hui à un jeune homme comme Emmanuel Macron, qui n'a aucune expérience, ça n'a strictement aucun sens. C'est pas le général de Gaulle. Ceux qui veulent lui succéder ne sont pas aussi jeunes, ceux qui se rêvent aujourd'hui et rêvent de l'habit. Je veux pas être désobligeant, mais regardez le paysage politique. Vous n'aviez ni le général de Gaulle, ni Pompidou, ni Mitterrand, ni Chirac. Enfin, Olivier Faure n'est pas Mitterrand. Oui. Pardon de le dire, mais tout le monde le sait, donc c'est pas la peine de tourner autour du pot. Et voilà. Et malgré tout, Xavier Bertrand ou David Lisnard, qui sont des gens que j'aime bien, ils sont ni de Gaulle ni Pompidou. Voilà. Et donc, voyez, donc il faut que, voilà, moi je défends le système allemand parce que c'est infiniment plus stable et plus raisonnable que cette folie de l'élection présidentielle au suffrage universel qui donne des pouvoirs exorbitants à quelqu'un qui n'a pas les capacités pour les assumer. Au-delà de, encore une fois, on va pas lire dans le mar de café, oui. Au-delà de ce qui se passera lundi, et sans doute 48 heures après, censure ou pas censure, de l'image renvoyée de notre pays à l'international. Si un gouvernement était amené à tomber à nouveau... Mais c'est catastrophique. C'est pour ça que je dis que je suis obligé de reconnaître que la stabilité politique peut être l'objectif supérieur à enrayer le déclin en faisant un budget correct. Parce que ce budget, il est catastrophique. Celui de Barnier était encore plus catastrophique, donc d'accord. Mais quand même, il est très mauvais. Et tous les économistes le savent. Voilà. Et c'est un très mauvais budget qui se profile à l'horizon. Et Bernard Arnault a eu 1000 fois raison de le dire. Il a 1000 fois raison de le dire. Voilà, ça va, c'est les chefs d'entreprise. On dit qu'on va leur mettre une taxe exceptionnelle. Mais qui croit encore à ce genre de blague? Oui, voilà. Ça, vous, en tant qu'ancien responsable politique, quand vous dites taxe d'un an... Des dizaines d'exemples de taxes exceptionnelles qui sont encore en place aujourd'hui. Bon, des dizaines d'exemples. Voilà. Et quand on sait qui est monsieur Éric Lombard, j'ai rien contre lui. Mais c'est quand même quelqu'un qui vient d'une gauche qui déclare en permanence « je n'aime pas les riches ». Mais quelle chance on a d'avoir des grandes entreprises comme LVMH en France. Et on aura le temps d'en débattre ensemble parce que c'est l'objet d'une de nos conversations en deuxième portion d'émission. Cette haine des riches. On se posera la question, ensemble. Juste ce sondage LCI exclusif, la cote de confiance. Un François Bayrou qui gagne quand même ces derniers jours 4 points. Vous y voyez quoi? On a parlé de début poussif du Premier ministre, peut-être de faute de quart. Bon, il s'installe un petit peu. C'est pas non plus le firmament, mais il y a quelque chose qui se passe. Mais si on pense que la stabilité politique est le but suprême dans les 3 mois qui viennent, il est l'homme de la situation, parce que c'est un des très rares, en tant qu'archétype du centrisme, il est capable de discuter aussi bien avec la droite qu'avec la gauche. Voilà. Et donc, en ce sens-là, pour tous ceux qui pensent que l'instabilité serait catastrophique sur le plan économique et même politique, il est l'homme de la situation. C'est pour ça que je pense que le Parti socialiste, malgré tout, il y a beaucoup de gens de gauche qui disent il vaut quand même mieux pas le faire tomber, parce que si on fait tomber Bayrou, ce sera Le Pen. Voilà, c'est ça aussi qu'ils ont en tête. Donc c'est normal qu'ils prennent 4 points. Et au fond, on peut pas lui reprocher d'être dans cette stratégie de négociation tous azimuts. Et moi, je vous ai toujours dit, François Bayrou n'a jamais rien réformé de sa vie. Voilà, d'accord, c'est la vérité. Il n'a jamais rien réformé de sa vie. Mais paradoxalement, c'est ça qui en fait l'homme de la situation. L'homme de la situation. Bien sûr. Et on verra évidemment, et on suivra avec attention sur LCI cette semaine à haut risque pour le Premier ministre. Lui, peut-être s'interroge aussi sur cette question de la révolution de la longévité. On aimerait, et j'aimerais aborder ce sujet avec vous, assez passionnant. Et si finalement la vieillesse était non plus une fatalité, mais une maladie. Est-ce que j'ai le droit de vous dire, Luc, que je n'ai absolument pas envie de vivre jusqu'à 150 ans. Est-ce que c'est grave? Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non. Mais là, pardon, vous posez mal le problème. Est-ce que vous n'auriez... Je vais vous dire, parce que le problème se pose pas dans ces termes. Est-ce que vous auriez envie de vivre jusqu'à 150 ans si on vous arrêtait de vieillir à 40 ans?
Je me suis posé la question en préparant cette émission. J'en ai discuté avec moi-même. Ça m'arrive. Ouais. Et vraiment, on vous arrête à 40 ans. On vous arrête. Je ne sais pas si cette perspective. Vous savez pas ou vous savez? J'hésite. Mais dans il y a plus de croix dans la colonne des moins que dans la colonne des plus. Voilà ma réflexion. Moi, je prends 600 ans tout de suite. Mais 600 ans tout de suite. Vous signez? Même 1000 ans sans hésiter. Mais vous êtes un amoureux de la vie, c'est pour ça. Oui, j'aime vraiment la vie. J'aime par-dessus tout ma femme, mes filles, et voilà mes amis. Donc je fais le tour du monde chaque année et je rencontre des gens dans le monde entier qui deviennent des amis et qui m'apprennent des choses. Voilà, et je trouve la vie formidable. Et puis bon, il y a 15 millions de livres à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Il faut au moins 600 ans, c'est ça. Il faut au moins 600 ans pour les lire. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on est à la veille d'une révolution de la longévité qui de toute façon va bouleverser le monde. En même temps que la révolution de l'intelligence artificielle, et pour les mêmes raisons. Ouais. Voilà. Ça avance ensemble, en fait. Ça avance ensemble, parce que c'est l'IA qui permet de booster la longévité. Vous voulez que je vous explique pourquoi très rapidement? C'est passionnant. Absolument. C'est génial. Vieillir jeune, en gros. C'est l'âge sans la vieillesse. Voilà. L'expérience sans la vieillesse, sans les rhumatismes. Et ça, on en rêve tous. Sans mes genoux bourrés d'arthrose, voilà. Mais ça va être possible. Ça, aujourd'hui... C'est certain. Lisez le livre de mon ami Jean-Marc Lemaître. J'en ai fait la préface pour que tout le monde puisse le comprendre, pour que j'explique les choses pédagogiquement. Ça s'appelle « Guérir la vieillesse ». C'est un livre génial. Et je vous explique pourquoi. Il y a 2 découvertes récentes qui sont vraiment géniales. Je vous rappelle, j'ai enseigné la biologie et philosophie à la fac de sciences de Paris, donc ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Je vous dis très vite les 2 découvertes. Elon Musk, d'ailleurs, finance en grande partie... Joue un rôle, encore lui. Très important, encore lui. Ah non, mais il est génial là-dessus, c'est très important. Voilà. Il a surtout beaucoup d'argent et beaucoup de milliards à investir. Et pas du tout envie de mourir, ni de vieillir. Voilà, on a découvert 2 choses. La première, c'est que quand un embryon se développe, quand un bébé se développe, au départ, il n'y a qu'une seule cellule. C'est la cellule souche totipotente. Elle va pouvoir tout fabriquer. C'est l'œuf. Mm-hmm. Bon. Et à partir de cet œuf, l'embryogénèse, la fabrication du bébé, ça va se développer. Cet œuf originel, cette cellule souche originelle, elle va se diviser en 220 types de cellules. Dans votre corps, il y a 220 types de tissus. Les cellules du foie sont pas celles du cœur, des cheveux, de l'os, de la graisse. 220 au total. 220 au total. Et on pensait qu'une fois que cette division cellulaire était faite, on ne pouvait pas revenir en arrière. On ne pouvait pas refabriquer des cellules souches, même pluripotentes. Mmh. La salamandre, elle peut. Vous coupez une patte à la salamandre, la patte repousse. Nous, pas. Mmh. Voilà. On peut cicatriser, mais on ne peut pas faire plus que ça. Et donc, Shinya Yamanaka, un type génial, un biologiste japonais, travaillait là-dessus et se disait, mais si on pouvait refabriquer des cellules souches originaires, pluripotentes, capables de fabriquer un organe entier, on pourrait faire de la médecine réparatrice. Et il y arrive avec 4 facteurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez génial comme histoire, mais il arrive, en prenant des cellules de la peau qu'on appelle les fibroblastes, il arrive à reprogrammer des cellules souches originaires, capables de refabriquer un organe entier. Et donc il se dit, mais c'est pas seulement de la médecine réparatrice, parce que si on peut réparer le bonhomme pièce par pièce, on va pouvoir aussi allonger la vie. Ça, c'est la première révolution. La deuxième, c'est celle que mon ami Jean-Marc Lemaître a découverte. Et je vous dis ça très vite aussi, mais tout le monde peut comprendre. Quand vous vieillissez, votre système immunitaire, il perd les soldats, ce qu'on appelle les lymphocytes, ou ce qu'on appelle en anglais les NK, les natural killers, les tueurs naturels. C'est lié à notre défense immunitaire aussi qui Exactement. Elle baisse. Ouais. Le nombre de soldats diminue. Ce qui fait qu'il n'élimine plus ce système immunitaire suffisamment, par exemple les cellules infectées Covid ou cancer. Bien sûr. C'est pour ça qu'on meurt beaucoup plus de la Covid ou du cancer à 70 ans qu'à 20 ans. Ou même d'une grippe. Ou même d'une grippe. Ça s'est parce vu que récemment. Le système immunitaire ne fait plus. Donc on essaye de le booster. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe passé 50 ans? Et puis après, ça s'aggrave. C'est qu'on a des cellules qu'on appelle les cellules sénescentes, qui sont des cellules qui ne se divisent plus, mais qui ne meurent pas. Le système immunitaire devrait les flinguer, mais elles restent, elles s'entassent dans notre organisme et elles produisent toutes les maladies de la sénescence, la vieillesse en particulier, tout ce qui est inflammatoire. Ce qu'on appelle aussi la sarcopénie, la perte de masse musculaire, les cancers, toutes les saloperies, les maladies des yeux, etc. Donc toutes les maladies de la vieillesse. Or, on a aujourd'hui un certain nombre de molécules qu'on appelle les sénolytiques, il y en a 5. Quand vous les donnez à une souris, une vieille souris,
Les souris, ça vit 2 ans, en gros. Et j'ai regardé ça chez Jean-Marc Lemaître, j'ai photo là, plein mon iPhone. Vous prenez des petites souris de la même père, même mère, souris de 2 ans. Oui. Celles qui sont traitées au sénolytique et celles qui sont pas traitées. J'ai là les photos. Celles qui sont traitées au sénolytique, elles vivent 30% plus longtemps en pleine santé. En pleine santé. Elles sont magnifiques. Elles ont le dos magnifique, le poil luisant. Elles parcourent dans le labyrinthe, elles trouvent la sortie. Et celles qui ont 2 ans et qui sont pas traitées au sénolytique, elles sont comme moi, elles sont bourrées d'arthrose, elles sont moches. Ah, vous êtes bien dur avec vous-même. C'est passionnant. Voilà. On fait une courte pause et on continue à en discuter. Mais ça, c'est les 2 révolutions. Mais ce qui est fascinant, et vous faites souvent référence à la religion. Oui. Est-ce que ça ne va pas à l'inverse de tout cela, justement? Vouloir continuer de vivre aussi longtemps, débat passionnant. Vous êtes génial, c'est exactement la question de fond. Et j'aimerais aussi qu'on évoque, dans le Figaro, un docteur Christian Chenet, il a 103 ans, et il continue de pratiquer la médecine. Il continue d'être médecin, il se dit en pleine santé. Est-ce que c'est souhaitable? C'est vraiment un débat de fond et très philosophique. À tout de suite, on revient dans quelques instants. Retour dans l'heure de Ferry et débat passionnant autour de la révolution de la longévité. Oui. Vivre 150 ans en bonne santé, est-ce possible? En bonne santé, jeune, oui. Jeune, en bonne santé, ça c'est sûr. Pas de fabriquer Est-ce souhaitable? Est-ce souhaitable encore une fois? Et on se quittait sur cette question-là. Est-ce que finalement ce n'est pas un parcours un cycle de vie? Alors tout dépend. Alors il faut rajouter une chose sur le plan scientifique, c'est que mon ami Jean-Marc Lemaître, qui est donc biologiste, directeur de recherche à l'INSERM, c'est pas du tout un délirant américanisé, transhumaniste, c'est un grand chercheur. Bon. Il a réussi à reprogrammer les cellules sénescentes, ce que Yamanaka n'avait pas réussi à faire en cellules souches originaires. Donc la découverte qu'il a faite est absolument géniale, ça change tout. Voilà, on peut reprogrammer des cellules sénescentes en cellules souches originaires capables, comme pour la salamandre, de refabriquer des tissus entiers, sinon des organes entiers. Alors, est-ce que c'est souhaitable ou pas? Alors là, ça dépend de vos choix. Dans la philosophie antique, ancienne, par exemple, il y a un très beau texte, moi je le déteste, mais il est très beau quand même, de Cicéron qui s'appelle le De Senectute, de la vieillesse. Et qui dit, voilà, la vieillesse, c'est naturel. Alors, c'est la philosophie stoïcienne, la vieillesse, c'est naturel. Il faut accepter la vieillesse. Ça fait partie des âges de la vie. Et puis, c'est formidable parce que ça nous rend plus sages. Par exemple, on parle moins vite. Ça permet de réfléchir et de dire moins de bêtises. Et puis, on se débarrasse de la sexualité. C'est formidable. Ça, c'est Cicéron, défenseur de la vieillesse. Parce que la sexualité, elle est responsable de toutes les catastrophes, de toutes les trahisons, de toutes les guerres. On s'en débarrasse. On est beaucoup mieux, on est beaucoup plus sage. Voilà. Moi, je suis un disciple là-dessus de Rousseau et de Kant. C'est-à-dire, je suis un philosophe de la perfectibilité infinie. Je pense qu'on peut continuer à apprendre à tout âge. On peut avoir 90 ans et continuer à progresser, à lire des livres, à découvrir les autres. Voilà. Et je pense que la vieillesse, dans cette perspective-là, de perfectibilité infinie, c'est un mur. Rousseau, il a une phrase géniale. Il dit dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il dit, je cite de mémoire, mais je crois que je change quasiment pas une virgule. Pourquoi l'homme est-il le seul être sujet à redevenir imbécile? Parce que contrairement à la bête qui n'a rien appris, lui, il perd avec la vieillesse tout ce qu'il a réussi à apprendre dans sa vie. Et c'est qu'une question de temps. En fait, on vieillit bien quand on meurt avant la catastrophe. C'est ça la vérité. De Gaulle avait raison, la vieillesse est un naufrage. C'est qu'une question de temps. Vous faisiez référence à Pétain. Je me suis replongé dans l'histoire, en effet, sur cette phrase célèbre que cette vieillesse est un naufrage. Il n'est pas question d'immortalité là. Il faut pas non plus. On meurt. D'abord, on pourra toujours, même si on vit, moi j'en suis convaincu, nos enfants vivront 105 ans, enfin nos petits-enfants en tout cas, 150 ou 200 ans en bonne santé, mais ils mourront toujours dans un accident. Si vous êtes dans un avion qui explose, vous mourrez quand même, vous restez des êtres finis. La mort sera toujours là, mais elle sera repoussée. Et puis surtout la vieillesse, et les maux de la vieillesse seront repoussés. Et puis surtout, vous pourrez toujours quitter cette vie si vous en avez envie, puisqu'on parle aujourd'hui constamment de cette législation sur l'aide à mourir. On pourra toujours, si on en a marre de la vie, on pourra toujours s'en aller. Les fatigués de la vie pourront toujours s'en aller. Mais après, ce sera une question de choix. Et ça, c'est très démocratique, parce que la démocratie, elle ne vit que de ça. C'est le passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Autrement dit, c'est le passage de ce qui nous détermine de l'extérieur, par exemple le mariage arrangé au Moyen-Âge, à ce qu'on choisit
par soi-même, c'est-à-dire le mariage d'amour, par exemple. Ça, c'est l'exemple même d'une tradition, enfin d'une trajectoire démocratique. Là, on choisira, si je puis dire, de mourir si on en a envie. Mais là, ce que vous décrivez là, on parle de 10, 20 ans, et ça va extrêmement vite. La recherche va très très vite. C'est à la société de s'organiser aussi. Bien sûr. De ce que ça ouvrira comme champ et choix des possibles, c'est infini. Il faudra se déterminer aussi. Bien sûr, vous avez 1000 fois raison. Il y a 2 révolutions qui vont changer la vie humaine dans les 20 ans qui viennent de manière absolument incroyable. La révolution de l'intelligence artificielle, pour le meilleur et pour le pire. Il y a vraiment des choses atroces dans l'IA et des choses formidables. Et puis l'autre, ce sera la révolution de la longévité. Ceux qui sont contre vous diront, mais alors, et le problème démographique et la surpopulation? Ils vous diront aussi, j'ai un ami philosophe qui dit ça, il dit, mais alors, si on n'avait plus d'échéance assez prévisible et assez rapide qu'est la mort, est-ce qu'on ne deviendrait pas paresseux? Est-ce qu'on se lèverait encore pour travailler, etc. Il y a toutes sortes de débats. Moi, je pense que c'est l'inverse. Je pense que quand on vieillit, au fond, on devient trop prudent, on a peur de tout, on arrête de fumer, on arrête de boire, on conduit comme un pépé dans sa voiture, etc. C'est bien, c'est pas... Pas tous. Ouais, beaucoup quand même. Mais pour beaucoup. Et peut-être facteur aggravant d'inégalité ou pas aussi, parce qu'il faudra que ce soit ouvert à tous. Oui, alors ça c'est faux. C'est tout à fait faux. Je vous dis pourquoi c'est faux. Alors c'est une argumentation qui revient tout le temps, mais elle est tout à fait fausse. Pourquoi? J'ai travaillé avec Jean Dawson, notre prix Nobel de médecine, vous savez, dans les années 90, où il était en charge du programme Human Genome, en bon français. Le premier séquençage du génome, avec Daniel Cohen, le biologiste, qui est d'ailleurs un type que j'aime beaucoup, qui est un type formidable. Bon. Et donc, Jean Dawson m'avait demandé de venir réfléchir avec lui aux conséquences morales, philosophiques, spirituelles de ce séquençage du génome humain. Bon, et donc le séquençage du génome humain, pour aller vite, il a duré 13 ans. C'est entre 1990 et 2003. Il a duré 13 ans. Il a coûté, écoutez bien, 3 milliards de dollars. Aujourd'hui, si vous voulez faire un séquençage de votre génome pour savoir, par exemple, si vous avez, je sais pas, les 2 gènes du cancer du sein, par exemple, eh bien, ça vous coûtera 150 $. Ou si vous avez un enfant, plutôt que de faire une amniosynthèse, quand vous êtes enceinte, vous pouvez faire ce qu'on appelle un DPNI, c'est un diagnostic prénatal non invasif. Voilà. Et donc, ça coûte aujourd'hui 400 €. Voilà, quelque chose comme ça. Mais on est passé de 3 milliards à quelques centaines d'euros. Donc, ce que vous dites, c'est que ce sera ouvert à tout le monde. Ça sera ouvert à tout le monde. Le vrai, et vous le disiez tout à l'heure, pardon, je vais pas dire ça, pas vous flagorner, mais c'était le point fondamental que vous touchiez, ce sont les religions qui seront hostiles. Parce que les religions, elles prospèrent sur la mort, évidemment. Elles nous promettent le salut. Et le débat autour de la fin de vie en est la première démonstration. Exactement. Ouais. Donc, si la mort est repoussée à 200 ans, on se précipitera un peu moins vers les religions. On aura moins peur de mourir, parce que après tout, ça dépendra de nous, et puis ce sera pas pour tout de suite. Donc, les religions sont très anti-transhumanistes. Débat passionnant. Et sans doute c'est génial. On en reparlera ensemble dans cette heure. Voilà. Parce que ça avance aussi très incroyable. Vite. Et que les gens ne pensent pas que ce que je dis là, c'est du jus de crâne de transhumanistes américanisés. Pas du tout. Tous les chercheurs les plus sérieux, comme Jean-Marc Lemaitre, qui travaillent sur ce qu'on appelle aging en bon français, sur la longévité, sont d'accord avec ce que je dis. C'est absolument scientifique. J'ai mis quelques plus dans la colonne. Là. Vous m'avez un peu convaincu, parce que je démarrais cette conversation en disant que 150 ans, c'était beaucoup trop long. De toute façon, juste un tout petit point, ce sera par amour qu'on dira, parce que même si pour soi, on n'a pas envie de vivre 150 ans, quand on aime quelqu'un, on fera tout pour le garder. Moi, si c'était, quand on a des enfants, on sait que de toute façon, s'ils sont malades et qu'on peut les guérir, quoi qu'il arrive, on est prêt à tout pour les gens qu'on aime, pour les garder. Et donc, c'est pour ça que de toute façon, ça marchera. Luc, à cette heure de l'émission, évoquons un tout autre sujet, le sujet de la violence. Ah oui. La violence qui est partout, dans les médias, dans les discours politiques, mais aussi dans le quotidien de nombreuses personnes. S'interroger sur cette société, notre société, est-elle plus violente qu'avant? C'est une vraie question. Est-ce que vous diriez, en introduction, ça dépend d'où vous mettez le avant? Exactement, vous avez entièrement raison, c'est exactement ça. Si vous mettez le curseur dans les années 30, c'est beaucoup moins violent aujourd'hui. Si vous mettez le curseur dans les années 70-80, c'est beaucoup plus violent aujourd'hui. Voilà. Et pourquoi?
Alors voilà, si je vous tenais un discours de droite camembert, comme j'aime bien dire, je vous dirais c'est mai 68, voilà, jouir sans entrave, etc. Bon, non, c'est pas vrai. Le problème, c'est que les gens de droite ne comprennent pas la plupart du temps que la vérité, c'est que le capitalisme d'innovation permanente, Schumpeter a raison, le capitalisme, c'est l'innovation permanente. Pourquoi ? Et Schumpeter là-dessus est génial, c'est l'innovation qui tire la croissance. L'innovation, elle nous oblige à acheter, elle nous oblige à changer de voiture, à changer de smartphone, à changer de vêtements, la mode. Donc l'innovation, c'est-à-dire l'art contemporain n'est rien d'autre que la superstructure du capitalisme. Merci l'obsolescence programmée. Exactement, aussi. Exactement, l'obsolescence programmée. Et donc on est dans une société d'innovation, mais le revers de la médaille, il est double. C'est que l'innovation, c'est aussi en permanence la rupture avec les traditions, mais surtout, réfléchissez bien à ça, pour que nos enfants se mettent à consommer tout ce qui est innovant, tout ce qui est nouveau, ils ont tous un smartphone, qui changent de vêtements, etc. Bon, qui prennent le tourisme. Bon, pour que nos enfants se mettent à consommer, il faut, et c'est ça le fond de l'affaire, casser, déconstruire les valeurs traditionnelles. Parce que rien ne freine autant la consommation que les valeurs traditionnelles. Ce que Freud appelait la sublimation. Si vous avez des valeurs traditionnelles, notamment les valeurs religieuses, évidemment, comme mon arrière-grand-mère, dans la tête et dans le cœur, vous n'éprouverez jamais le besoin d'aller en permanence acheter quoi que ce soit et consommer. Dès qu'il pleut, on va faire les courses. Voilà. Et donc, le capitalisme, Patrick Lelay l'avait dit de manière, moi je l'aimais beaucoup, de manière très honnête. Ancien patron de TF1, qui parlait de temps de cerveau disponible. Exactement. Il avait dit finalement, mon travail, ça consiste à accorder aux chefs d'entreprise des temps de cerveau disponibles. Et ça s'appelle la publicité. Voilà. Et le capitalisme mondialisé, il ne peut vivre que dans l'hyperconsommation. Et l'hyperconsommation, elle est absolument contradictoire avec les valeurs traditionnelles. Il fallait donc déconstruire les valeurs traditionnelles. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nos enfants entrent dans l'ère de l'hyperconsommation. Si mes filles avaient les valeurs de mon arrière-grand-mère, elles n'achèteraient rien. Voilà. Elle a été comme Sœur Emmanuelle, ma grande amie Sœur Emmanuelle. Elle avait 2 robes, une pour le dimanche et puis une pour la semaine. Voilà. Mais vos filles ont évolué, elles en ont un peu plus. Mais à quel moment on arrive justement à cette crispation et cette expression de la violence dans ce que vous nous décrivez là ? Si vous cassez les valeurs traditionnelles dans les valeurs traditionnelles, il y a 2 môles essentiels. La grammaire et l'expression, la lecture et l'écriture, rien n'est plus traditionnel que la grammaire. C'est un pur patrimoine. Ni vous ni moi n'avons inventé les règles d'accord du participe avec le auxiliaire avoir quand le complément d'objet est passé avant. C'est pas vous qui l'avez inventé, ni moi. Donc il n'y a rien de plus traditionnel que l'écriture et la lecture. Donc ça en prend un sacré coup. Et de l'autre côté, c'est les règles de politesse, la civilité. Quand vous terminez une lettre en disant « Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs », c'est pas créatif du tout, ça n'a rien d'innovant, c'est purement traditionnel. Voyez, traditionnel et une forme de norme. De normes sociales. De normes sociales. Mais que vous appelez à à remettre en place. À remettre en place. Évidemment, comme j'appelle à remettre en classe, en classe, c'est bien, le lapsus est excellent. Quand j'étais ministre de l'Éducation, c'était mes 2 sujets. Un, remettre en place la lecture et l'écriture, lutter contre l'illettrisme, et d'autre part, remettre en place la civilité et la politesse, pour l'appeler par son vieux nom. Or, si vous déconstruisez les valeurs traditionnelles pour mettre les gens dans la consommation, ça, c'est les premières victimes. Bien sûr. C'est la grammaire et la politesse. Et donc là, j'ai une vidéo qui tourne partout d'une classe en Seine-Saint-Denis, mais c'est inimaginable, où les mômes cassent absolument tout. La pauvre prof qui est là, elle peut rien faire, elle se met à hurler, elle jette les copies, les mômes jettent les tables, cassent absolument tout dans la salle. Bon, je veux dire, c'était inimaginable de mon temps, pour parler comme les vieux mammifères, ça n'existait pas. Voilà. Et ça, c'est quand même une nouveauté, c'est lié à cette déconstruction des valeurs traditionnelles. Et c'est pour ça que même à gauche, la gauche républicaine, la gauche chevènement, elle a compris ça. Et elle s'est emparée de ça. Oui. Elle s'en est emparée. Elle a dit, il faut remettre les choses en place. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je me sens beaucoup plus proche de Jean-Pierre Chevènement que des 68 arts. Voilà. Révélation de ce samedi. Oui. Non, mais on voyait passer la blague. 92% des Français qui disent avoir le sentiment de vivre dans une société violente. On est encore sur le sentiment et le ressenti. Encore une fois, je me pose régulièrement la question de manière très, claire. On peut être aussi partie responsable, nous journalistes, parce qu'on met
pas l'accent, mais en tout cas la focale sur ce qu'il se passe d'une société effectivement violente. Oui. Que répondre à cela ? Que répondre à ce sentiment-là ? Ils ont raison. En même temps, évidemment, on revient au curseur. La Deuxième Guerre mondiale, et même la Première, c'était autrement plus violent que ce qu'a vécu mon père ou mon grand-père. C'était autrement plus violent que ce que vivent aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui dans cette société qui est quand même très pacifiée. La guerre d'Algérie aussi. Bien sûr. Souvenez-vous de Sharon, de ce qu'on a connu à Paris même, comme catastrophe absolue sur le plan moral et humain. Bon, donc c'est quand même beaucoup moins violent que les années 30 ou même les années 50. Bon, mais néanmoins, il y a ce sentiment, je dirais, c'est plutôt le sentiment d'incivilité violente, si vous voulez, il faudrait le dire comme ça, parce que c'est pas la violence de la guerre, c'est pas la brutalisation, comme les historiens ont dit à propos de la guerre de 14. On a parlé de brutalisation pour la guerre de 14. Tous les grands historiens se sont accordés là-dessus, sur l'idée que la guerre de 14 avait entraîné une brutalisation qui d'ailleurs est en partie à l'origine de la brutalisation de la Deuxième Guerre mondiale. Mais je reviens pas sur cette histoire, c'est quand même 1000 fois moins violent donc, que ce qu'ont connu nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ou même nos parents, pour ce qui me concerne, mais c'est vrai qu'il y a le sentiment de même. C'est la même chose que le déclin. C'est depuis les années 80 qu'on a un sentiment de déclin et de violence, même si c'est beaucoup moins violent que les années 30. C'est vrai, c'est pas simplement un sentiment, c'est une réalité. Toute la journée dans Paris, je vois des gens qui s'engueulent en voiture plus qu'avant. Ouais, c'est plus violent qu'avant. Voilà. Vous diriez que c'est plus violent qu'avant ? C'est plus violent que dans s'insulter à travers parce que encore une fois, je suis frappée par ces faits divers. Vous parliez de la circulation à Paris. On a en tête ce fait divers qui nous a tous profondément marqué, de ce cycliste sur lequel on écrasé par un automobiliste en colère sur la voiture et souvent responsable aussi de montée en tension, mais pas que. Encore une fois, de se détacher du sentiment et des faits. C'est ça sur lequel j'aimerais entendre le philosophe. C'est ça qui est compliqué à parfois... vous avez raison, le sentiment, il vient déterminer. Du fait que c'est vrai que dans les années 60-70, par exemple, cette violence dont je parlais dans une classe, ça n'existait pas. Et par exemple aussi, personne ne fumait du cannabis dans le lycée de mon enfance. Personne, ça n'existait pas. On savait même pas ce que c'était. Voilà. Donc c'est ça qui donne le sentiment du déclin. On s'est dit, mais on a progressé formidablement, notamment grâce à l'Union européenne, il faut le dire, parce que l'Union européenne a pacifié les relations entre les pays. C'est totalement inimaginable. Ce que mon père a vécu dans la guerre avec les Allemands, c'est totalement inimaginable aujourd'hui. Donc on avait le sentiment, quand j'étais jeune, qu'on avait progressé. Et on a le sentiment aujourd'hui, je parle de sentiment, vous avez raison, que finalement ce progrès s'est arrêté et qu'on revient progressivement en arrière. Voilà. Et je pense que ça, là encore, nos politiques sont très très responsables, et en particulier la gauche, parce que soyons clairs, dans le débat sécurité, liberté, etc. Bon, Jean Foyer, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, mais voilà, la gauche a toujours eu des positions. Je veux dire, Madame Taubira n'a pas les mêmes discours que Retailleau. Voilà. Et il y a quand même une vraie différence, et je suis désolé, je pense que Retailleau a raison. Voilà. Oui, ça vous l'avez dit. Je pense que la gauche républicaine le sait. Vous savez, moi j'ai plein de gauches qui sont des néo-républicains purs et durs. La vérité, c'est que même s'ils le disent pas, ils sont bien plus d'accord avec Retailleau qu'avec les 68A ou Madame Taubira. Voilà, je dis les choses comme elles sont. Il y a toute une gauche, qui est républicaine, la gauche chevènement, comme je l'appelle, qui est en vérité sur ces questions-là d'accord avec la droite, et c'est ce qui explique que 92% des Français, etc., je vais pas y revenir, ou que 80% des Français, c'est pratiquement 70% des Français qui sont d'accord avec Bayrou quand il parle de submersion. Tout ça va avec. Attaché à ces valeurs traditionnelles. Et voilà. Parce que les valeurs traditionnelles ont de bon, parce que la tradition, par exemple, les valeurs traditionnelles, c'était aussi que les femmes n'aient pas le droit de vote. Donc les traditions, c'est pas forcément bon. Et elles ont le droit d'évoluer, et elles doivent évoluer aussi. C'est à nous, ça c'est ce que dit Jürgen Habermas, le grand philosophe allemand, que j'ai eu la chance de bien connaître. Il dit c'est à nous maintenant de faire le partage dans notre tradition entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est à nous aujourd'hui de faire ce partage. Luc, à cette heure de l'émission, et on évoquait au moment d'évoquer la situation politique les propos d'un certain Bernard Arnault, qui ont fait beaucoup de bruit. Les grands patrons se rebiffent, avec une conséquence critique de ces grandes fortunes, la haine des riches. Voilà la question qu'on se pose. Est-ce que c'est une vieille histoire, une spécialité française ? D'abord, écoutons le patron de LVMH et son coup de gueule cette semaine qui a marqué l'actualité.
Et on a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts, les impôts vont descendre à 15%, les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États, et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc, on va taxer le Made in France. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas, il va l'atteindre. Voilà, coup de gueule. Hein. Il a 100% raison. Vous lui dites, évidemment, bravo. Évidemment. Pendant que Trump est en train de taxer les entreprises étrangères, nous on taxe les entreprises françaises. Il a 1000 fois raison, c'est absurde. Il faut savoir que Bernard Arnault, ce qu'il représente, en gros, il a créé 200 000 postes directement ou indirectement. Bravo. On peut pas faire mieux. Et heureusement qu'on a des gens comme lui en France. Quand vous entendez la patronne de la CGT interrogée quant à ses propos, qui dit les rats quittent le navire, parce que faisant référence à peut-être cette possibilité de délocaliser des entreprises, non. Bernard Arnault a dit qu'il n'en était pas question. Mais le mot de rat, est choisi à dessein. Mais la question que l'on se pose et que j'ai envie de vous poser, c'est d'où sont les racines profondes de cette détestation ? Est-ce que c'est très français ? Alors, c'est très français pour une raison qui est assez compréhensible, c'est que la France est à la fois un pays catholique, on dit c'est la fille de l'Église, et en même temps un pays où le communisme a été très très fort. Voilà, le socialisme et le communisme ont été très forts. Or, l'alliance du catholicisme et de la gauche socialo-communiste, pardon, j'aime pas la formule, elle fait un peu droite camembert, mais enfin, je dis les deux en même temps, c'est la haine des riches. Quand Hollande a dit « je n'aime pas les riches ». Dans le catholicisme, vous vous souvenez de cette phrase de Jésus, il sera aussi difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille, avec d'ailleurs toute une série de réflexions sur le sens de cette phrase. Est-ce que Jésus visait la richesse en tant que telle ou l'idolâtrie de la richesse? Probablement, c'est la deuxième vérité. Et puis, qu'est-ce que c'est que ce chat de l'aiguille et du chameau? C'était probablement une porte de la ville par laquelle les chameaux devaient être déchargés pour pouvoir passer, voyez. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans la tradition catholique, voilà, on peut pas être fidèle à deux rois ou à deux divinités, l'argent ou Dieu. Mais la morale catholique, vous dites, explique tout. Mais en tout cas, associée au communisme, oui. Associée au communisme, alors que oui. Chez les Juifs et les Grecs, philosophiquement, puisque vous m'incitez à parler de ce qui m'intéresse le plus dans la vie, à savoir la philosophie, chez les Grecs, par exemple chez Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, c'est très clair. Aristote considère que la richesse est une très très bonne chose parce que c'est ce qui permet d'aider les autres et de lutter contre la pauvreté. Pareil chez les Juifs. Dans la théologie juive, la richesse n'est absolument pas un scandale. Ce qui est un scandale, c'est la misère. Mais si vous êtes riche et que vous n'êtes pas dans l'idolâtrie de l'argent et que vous profitez de votre richesse pour aider les autres, ce que fait exactement Bernard Arnault. Eh bien là, la richesse c'est la chose la plus belle du monde d'une certaine manière. Mais si vous êtes catho, pas très ouvert, plus de gauche socialiste ou communiste, et que comme Hollande vous dites je n'aime pas les riches, ça c'est la France. Mais une société qui déteste à ce point les riches, est-elle une société malade? Au-delà d'être bête, ou peut-être, je sais pas, peut-être pas assez argumentée, est-ce que c'est une société qui ne va pas bien? Mais évidemment, parce que Bernard Arnault n'a jamais voulu délocaliser. Constamment, toute sa vie est organisée sur le fait que c'est une entreprise française. Il a eu besoin de clarifier néanmoins, parce que c'est vrai que ses propos... il a des entreprises peut-être incité... Mais globalement, vraiment, on peut dire que c'est la réussite française par excellence. Et en plus, c'est une réussite qui n'est pas une réussite dans la tech, mais qui est une réussite dans le savoir-faire français. Ce qu'il fabrique, ce qu'il vend, c'est du savoir-faire français. Donc ça, je trouve... Puis, on a vu comment il a aidé la reconstruction de Notre-Dame. Bon, donc je pense que là où il a évidemment raison, c'est que si on veut délocaliser, et on n'a aucun intérêt à délocaliser, aucun intérêt, alors il suffit de faire... Le budget de Barnier ou le budget de Bayrou sont des budgets 100% délocalisateurs. Et donc c'est pour ça que ça va créer du chômage. Ça va à la fois pénaliser la consommation
donc c'est anti-keynésien, et pénaliser l'innovation, c'est anti-schumpeterien. On peut pas faire plus bête. Voilà. Alors je vais pas revenir sur le fait que le pauvre Bayrou est obligé de faire ça, parce que sinon il saute. Il faut un peu de compromis. Mais Bernard Arnault, sur le plan économique et politique, il a entièrement raison. Ouais. Voilà. Et heureusement qu'on a des gens comme lui. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'en ait pas plus. Ouais, une forme d'éducation aussi à cela, avec un tabou français aussi aujourd'hui. Oui. Je ne découvre rien et je ne révèle rien en disant qu'aujourd'hui, à la question combien vous gagnez, c'est souvent le blanc qui fait suite à la question, alors qu'aux États-Unis ou dans d'autres sociétés, c'est beaucoup plus limpide et clair. Oui, parce que ce sont des sociétés très souvent protestantes. Alors, je n'ai pas parlé des protestants, j'ai parlé des Grecs et des Juifs, mais chez les protestants, c'est pareil, c'est comme chez les Grecs et chez les Juifs, avec une autre dimension religieuse, et vous avez tout à fait raison de souligner ça. Pour les protestants, le fait d'avoir réussi socialement et d'être riche, c'est un signe que Dieu ne vous en veut pas, c'est un signe d'élection. Voilà. Donc c'est l'éthique protestante, le merveilleux livre de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est ça qui domine les États-Unis. La France, elle est catholique et communiste. Dans les années 50, catholique et communiste, c'est l'essentiel de la France sur le plan spirituel et politique. Voyez. Alors, et même les gaullistes sont assez proches de ça, voyez. Alors que pour un protestant, encore une fois, être très riche, c'est ce qu'explique Max Weber, c'est le signe que Dieu ne vous en veut pas et que probablement vous allez entrer au paradis. Avec un immense paradoxe aussi, l'observation que je faisais en lisant et préparant cette émission, c'est qu'on épargne peut-être beaucoup plus des footballeurs, des artistes, que spécifiquement les entrepreneurs et les grands capitaines d'industrie. C'est vrai qu'il y a une forme de focale mise sur ces grands chefs d'entreprise. Absolument. Parce que le communisme reste à quand même léguer ça, cette haine de l'entreprise qui est le lieu de l'exploitation de l'homme. Alors ça a beaucoup changé depuis 68, heureusement, mais ça reste quand même très présent, tandis qu'un gars qui tape dans un ballon, on trouve ça formidable, voilà. Luc, même s'il a un QI de bulot. Même s'il a un QI de bulot. Respect au bulot. À ce moment de l'émission, il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Une image. Bon, je retire ce que j'ai dit sur le bulot, sinon je vais vous faire encore un truc médiatique épouvantable, mais... Il n'y avait rien de mal. On plaisantait, voilà. Évidemment. Une image, celle de cette vasque olympique. Ah oui. Magnifique. Elle reviendra chaque été. C'était pour les JO 2024 dans le jardin des Tuileries. De la fête de la musique et la fête du sport jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028. J'ai envie de vous poser la question à l'inverse finalement. Est-ce que il est peut-être pas temps de passer à autre chose? Voilà, c'est ça. Voilà, tourner la page. Oui. Est-ce qu'il faut y revenir? Aïe, aïe, aïe. Écoutez, d'abord, je suis comme vous, je la trouve très belle. Et puis bon, c'est vrai que la France n'a pas réussi grand-chose dans les 7 dernières années macroniennes, mais ça oui. Mais ça oui. Donc on va pas cracher dessus. Maintenant, j'en ai marre de la com. Voyez. C'est ça, j'en peux plus, parce que ce qu'on attend maintenant, c'est qu'on nous sorte du déclin qui est aujourd'hui dans les tuyaux. C'est que, voilà, la mairie de Paris, elle a 9 milliards de déficit de dette. Bon, il y a des rats partout. Moi, j'ai rien contre les rats. Ils nous rendent service parce qu'ils remplacent les poubelles. Mais bon, mais voilà, c'est la ville, quand les étrangers viennent à Paris, c'est encombré, c'est sale, il y a des travaux partout, c'est épouvantable. Bon, j'aimerais que plutôt que de faire de la com, on fasse quelque chose qui redonne à Paris et à la France, d'ailleurs, parce que la France est aussi en très mauvais état. Je n'y reviens pas, plutôt que de faire de la com qui redonne à la France. Et ça passe pas par la vasque olympique. Non, ça c'est de la com, de la com, de la com. D'accord qu'on fasse de la com sur ce qu'on a réussi, je vais pas leur jeter la pierre, mais ça suffit, qu'on a envie que maintenant, voilà, la parole est aux actes, voilà, qu'on sorte de ce déclin et de cette ville de Paris qui est dans un état épouvantable. Enfin, Madame Hidalgo a réussi vraiment à dévaster Paris, quoi. Elle n'est pas candidate à sa réélection, mais ça alimente aussi celui qui la suit n'a pas l'air non plus joyeux. Hein. Et ça alimente aussi le c'était mieux avant aussi, peut-être. Évidemment, donc parce que, voilà, j'aime mieux la manière dont Pompidou a réfléchi sur Paris. Et puis si Cédric Villani avait été élu, il avait des plans pour Paris, notamment en utilisant l'intelligence artificielle pour régler la circulation, qui était autrement plus intelligent que d'organiser les embouteillages. Oui, message passé. Merci Luc Ferry, merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine.